Salut tout le monde. Alors ceci n'est pas une vidéo, mais un simple petit podcast pour revenir sur les dernières actus en lien avec mes enquêtes. Donc désolé pour la forme, c'est pas du tout un contenu qui se regarde pour le coup, c'est vraiment purement de l'audio. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé suite à la publication de ma vidéo sur le CHU de Montpellier. Il y a des choses que vous savez peut-être si vous avez lu la presse. Il y a aussi des choses non publiques que je vais vous raconter. Un des docteurs accusés dans ma vidéo a répondu, le CHU également, l'université également. J'ai aussi reçu des tonnes de témoignages d'anciens patients du CHU suite à la publication de la vidéo. Donc j'ai pas mal de trucs à vous raconter. À la fin, je vous parlerai aussi d'autres petites choses qui concernent d'autres enquêtes plus anciennes. Bref, prenez un café, une tisane, faites votre vaisselle ou votre séance de tachyon et c'est parti. Mais avant, il faut que je vous parle du partenaire de ce petit podcast, un partenaire très particulier, la revue Science et Pseudosciences. Et je dis que c'est un partenaire très particulier parce que je pourrais jamais trouver un sponsor qui colle plus à ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est impossible, je pense. Moi, ça fait des années que je suis le travail de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Donc, c'est l'asso qui édite cette revue. Et j'ai même déjà écrit un petit article dans la revue au tout début de ma chaîne YouTube. Donc, Science et Pseudosciences, c'est une revue trimestrielle. Et qu'est-ce que vous allez trouver dedans ? Du debunk de pseudosciences, des analyses de produits bullshit, mais aussi tout un tas d'articles qui éclairent des grands débats de société d'un point de vue scientifique et rationaliste. Des dossiers sur l'alimentation, la qualité de l'air, la pollution des sols, sur les médecines alternatives, etc. Donc Science et Pseudosciences, c'est une revue indépendante, sans aucune pub et qui est gérée par des bénévoles. Des scientifiques qui écrivent bénévolement des articles, aussi des personnalités de l'esprit critique. Et donc la particularité de la revue, encore une fois, c'est d'aborder des sujets en apportant un éclairage scientifique et en sourçant tout. Vous allez rarement trouver ça dans la presse classique. Ici, à la fin des articles, on retrouve les sources, les études citées, etc. Alors l'abonnement standard, il est à 20 € par an. Et je le dis très sincèrement, c'est vraiment un très très petit investissement au vu de la qualité incroyable de cette revue. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir la revue Science et Pseudosciences en cliquant sur le lien en description. Et c'est parti pour le petit podcast. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais vous lire l'article du Midi Libre. C'est le tout premier article qui est sorti, je crois que c'est 24 heures après la publication de mon enquête. C'est intéressant de le lire, notamment parce que dans cet article, il y a Patrick Giniès, donc l'ancien chef du centre antidouleur, un des deux médecins dont je parle dans ma vidéo. Donc il y a Patrick Giniès dans cet article qui répond aux questions de la journaliste. Et ça, c'est la seule fois où il l'a fait. Les autres médias qui l'ont sollicité, il n'a pas voulu répondre. Donc là, il a répondu dans un sens à mon enquête. Bon, c'est un article payant, donc je pense que pratiquement personne ici n'aura déjà lu les propos de Patrick Giniès qui réagit à la vidéo. Voilà, je me permets de le lire parce que ça fait maintenant, ça fait je crois 3 semaines que la vidéo est sortie, donc voilà, j'aurais pas fait ça le lendemain de la publication de l'article. Donc voilà, je vais vous lire ça. Bon, déjà dans cet article, on apprenait tout de suite que l'ordre des médecins ouvrait l'instruction d'une action disciplinaire contre les deux médecins cités. Donc je lis et puis on va commenter un peu. Centre antidouleur du CHU de Montpellier. La vidéo d'un youtubeur crée la sidération chez les patients et les médecins dénoncent des dérives hallucinantes. L'ordre des médecins, qui fait état de dérives dans la prise en charge au centre antidouleur du CHU de Montpellier, a ouvert l'instruction d'une action disciplinaire contre 2 médecins, les docteurs Giniès et Abossolo, mis en cause dans une vidéo publiée jeudi sur YouTube. La couleur des vêtements ou l'histoire familiale ont pris une place singulière dans leurs consultations. On ne peut pas rester sans réponse. Philippe Catala, président de l'Ordre des médecins de l'Hérault, a vivement réagi vendredi après-midi à la diffusion la veille d'une vidéo du youtubeur G1000g. L'Ordre fait état de dérives hallucinantes dans la prise en charge au centre antidouleur du CHU de Montpellier, dirigé jusqu'à peu par le docteur Patrick Giniès, lourdement mis en cause, quand le bullshit s'infiltre à l'hôpital, annonce G1000g. Interrogé ce vendredi 21 novembre, le médecin, donc Patrick Giniès, le boss du centre antidouleur qui donc fait des diagnostics sur la base de vêtements et pour qui la fibromyalgie est causée par un manque d'amour de sa mère, de son père, etc. Donc je reprends la lecture. Le médecin fait état de, entre guillemets, 40 ans de pratique sans aucune plainte d'un patient. Fermez les guillemets. Bon, plus tard, je vous lirai certains témoignages que j'ai reçus après la sortie de ma vidéo. Une tonne de témoignages que j'ai reçus. Donc, je vous en lirai qu'une petite partie. Voilà, mais c'est intéressant, je pense à lire. Donc, je reprends la lecture de l'article. Le docteur Giniès fait seulement référence au courrier d'un patient mécontent il y a quelques années. 90% des patients suivis au CHU disent que leur situation s'est améliorée.
affirme le médecin, par ailleurs intervenant dans des cures thermales, qui défend une prise en charge de la douleur pluridisciplinaire, mais atypique, pour bousculer des malades enfermés dans leur douleur. C'est difficile d'aller gratter là où ils ne veulent pas qu'on aille. Bon, et maintenant, je vais vous lire l'interview, donc vraiment précise, de Patrick Giniès, donc qui réagit à l'enquête. Alors, question de la journaliste au médecin Patrick Giniès. Comment réagissez-vous à la publication d'une vidéo mettant en cause votre pratique ? Réponse du docteur. Je vois 150 patients fibromyalgiques par mois et la consultation antidouleur du CHU assure 1500 consultations par an. Je fais aussi des conférences dans des centres des cures thermales à Lamalou-les-Bains, Bar-à-Luc-les-Bains. La seule chose qui m'est arrivée en 45 ans d'exercice, c'est le retour d'un patient mécontent à la direction de l'hôpital. Ce n'était pas une plainte. Et une patiente a aussi remis en cause le travail de notre psychiatre. Il y a 8 à 9 mois d'attente pour la prise en charge sur recommandation de médecins qui nous font confiance. Donc voilà. Il n'y a absolument rien à dire, 45 ans de pratique et personne se plaint, personne porte plainte surtout, personne porte plainte. Encore une fois, on lira plus tard beaucoup d'autres témoignages de patients qui sont passés entre les mains de ce docteur, qui ont des choses à dire. Effectivement, les patients ne portent pas plainte. Ça n'a évidemment rien à voir avec le fait que généralement les patients ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte, porter une réclamation auprès de l'ordre des médecins. Ça n'a absolument rien à voir avec la relation asymétrique patient-médecin. Enfin voilà, apparemment il n'y a rien à dire. S'il n'y a pas de plainte à l'ordre des médecins, c'est que tout va bien, quoi. Alors, autre question de la journaliste. Reconnaissez-vous des pratiques hors cadre ? Réponse de Patrick Giniès. Je ne sais pas comment répondre. Notre prise en charge intègre des médecines alternatives avec de l'hypnose, de la sophrologie, de l'art-thérapie, de la musicothérapie. La prise en charge de la fibromyalgie est particulièrement complexe. Les patients se protègent dans leur douleur. Les patients se protègent dans leur douleur. Je sais pas si... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas trop ce que ça veut dire, ça sent pas très bon, mais apparemment, ils aiment ça, les patients souffrir, ils se protègent, j'imagine qu'ils se complaisent là-dedans. Donc, les patients se protègent dans leur douleur et on entre avec eux dans un colloque singulier pour comprendre leur comportement de protection. On essaie de comprendre comment un problème affectif dans l'enfance s'est transformé en symptôme. Il faut gratter pour déconstruire le mode de fonctionnement qui conduit à cette douleur. La technique est originale, on sort du cadre, c'est sûr. Et ça peut paraître choquant pour des médecins qui ne voient pas la souffrance psychique derrière le symptôme. C'est une prise de risque chaque fois que l'on rentre dans la carapace de quelqu'un. Mais si on fait le même travail que celui qui a été fait jusque-là, avec un rhumatologue notamment, on va à l'échec. Il faut casser le blocage. Voilà, donc s'il y a des patients qui souffrent et qui n'ont pas réussi à être pris en charge jusqu'à présent, c'est qu'ils se protègent dans la douleur, qui créent une carapace autour d'eux. Voilà, c'est forcément un petit peu de leur faute. Et d'ailleurs, j'en profite pour le redire ici parce que je pense que ça n'a peut-être pas été très bien compris dans ma vidéo. Une des grosses problématiques aussi dans cette prise en charge, c'est que justement le diagnostic de fibromyalgie, on se demande sur quoi il repose. Dans son cas, Camille, elle avait au préalable un diagnostic précis d'une maladie génétique précise qui n'a rien à voir avec la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est pas une maladie génétique. Camille, elle avait une maladie génétique diagnostiquée, un syndrome précis diagnostiqué par un corps médical compétent avec des procédures assez longues pour aboutir à un diagnostic assez précis et qui concordait avec ses douleurs. Et en fait, c'est ça aussi le problème à la base, c'est que ce diagnostic a été remis en cause dès son arrivée dans le centre antidouleur sous la base d'un questionnaire passé en 10 minutes en prétendant que non, les douleurs ne venaient pas de cette maladie génétique, mais qu'elle venait de la fibromyalgie, qui est devenue dans le monde médical un peu un terme fourre-tout, ce qui peut aboutir à des errances médicales, à des échecs de diagnostic et donc à des drames. Évidemment, après, on passe encore à un autre stade, quand on explique que la fibromyalgie dont en fait vous souffrez s'explique par le fait que votre mère aimait plus votre frère que vous-même, etc., etc. Bon, voilà, on passe dans une autre strate de problématiques. Voilà, bon, je continue la lecture. Question de la journaliste. Vous n'avez pas le sentiment que vous allez trop loin en liant un symptôme à un événement dans l'enfance ? Réponse du médecin. Non, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Autre question. Pourquoi parler aux patients de leurs vêtements ? Réponse du médecin. Encore une fois, réponse très détaillée. Parce que la manière dont un patient s'habille est une information. Voilà, donc il ne nie rien de ce que je montre dans la vidéo, il valide. En même temps, il se valide lui-même, ça serait bizarre qu'il nie ce qu'on voit précisément. Autre question, qu'en est-il des pratiques du docteur Abossolo ? Réponse du médecin. Ce médecin qui pratiquait la phytothérapie a quitté Montpellier pour la Suisse, où il a depuis créé un centre de médecine alternative.
Donc voilà, il a absolument rien à dire sur les pratiques complètement délirantes que vous avez vues concernant le médecin qui parle de vie antérieure, qui appelle les huiles essentielles, qui appelle l'âme des huiles essentielles, qui prescrit des coquilles d'huîtres pour reprogrammer vos gènes. Bon voilà, apparemment il a absolument rien à dire là-dessus, alors que ce médecin était sous sa responsabilité. C'était lui le chef du centre antidouleur quand ce médecin pratiquait toutes ces absurdités dans le CHU, quoi. Mais apparemment, il n'y a absolument rien à dire, à part le fait qu'il est parti maintenant en Suisse. Bon voilà, fin de l'interview. Alors je vous lis la suite de l'article parce que je crois qu'il y a des petites choses à dire. Philippe Catala, président de l'Ordre des médecins de l'Hérault, a suivi les cours du docteur Giniès. Et il fait part de retours très positifs sur ses prises en charge de ce médecin, référent de l'algologie et très bon médecin de la douleur. Il fait de l'excellente algologie. La fibromyalgie est une problématique complexe pour laquelle la science n'a pas trouvé de cause organique. Le docteur Giniès s'occupe de patients dont personne ne veut. Mais ce que j'ai découvert dans la vidéo est hallucinant, consternant et me paraît être une déviance dans la prise en charge de la douleur chronique. Ces élucubrations psychanalytiques ne reposent sur rien. 3 patients du docteur Giniès ont récemment interpellé l'ordre dans de longs courriers se plaignant de questions inappropriées, indique-t-il, mais aucune plainte n'a été déposée. Après, c'est complètement compréhensible qu'il n'y ait pas de plainte à la clé parce qu'il faut avoir envie, j'imagine, de se lancer dans des procédures de ce type qui peuvent faire peur, quoi. Bon, voilà en gros pour cet article. Donc voilà, l'Ordre des médecins qui ouvre 2 enquêtes pour sanctions disciplinaires contre ces deux médecins. Donc on verra ce que ça donne. Et donc, je crois que c'est 1 ou 2 jours plus tard, il y a le CHU, quand même le premier concerné, le CHU de Montpellier et l'Université de Montpellier qui ont réagi dans un communiqué que je vais vous lire aussi. Alors le communiqué s'appelle « Le CHU de Montpellier réagit à la vidéo YouTube d'Eugé Milgram ». Communiqué de presse, voilà. Une vidéo publiée ce jour sur les réseaux sociaux met défavorablement en lumière les pratiques de 2 praticiens du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Montpellier. Après en avoir pris connaissance, la gouvernance du CHU a lancé une enquête interne et la doyenne de la faculté de médecine une évaluation pédagogique des enseignements pour apporter toute la transparence attendue sur les faits révélés. L'Ordre des médecins, de son côté, a immédiatement ouvert l'instruction d'une procédure disciplinaire. Un audit de pratique a de même été décidé. Il est confié à un expert hospitalo-universitaire de la douleur appartenant à un autre CHU. Cette mission sera réalisée à brève échéance et en toute indépendance. L'un des 2 praticiens mis en cause, le docteur Abossolo, n'exerce plus au sein du centre et n'enseigne plus à la faculté de médecine. Pourtant, il y avait encore son nom dans la plaquette du DU 2026. En tout cas, tant mieux s'il va plus donner de cours. Il a quitté le CHU il y a 1 an où il exerçait en qualité de vacataire à raison d'une journée par semaine. Il n'exerce plus en France depuis lors. Le second praticien a été suspendu de son exercice hospitalier à titre conservatoire. Donc voilà, ça c'est quand même la principale grosse conséquence concrète de la sortie de la vidéo, c'est que Patrick Giniès, donc l'ancien patron du centre antidouleur, celui donc qui diagnostique sur la base de vos vêtements, etc., il a été donc suspendu à titre conservatoire. Après, il lui restait qu'1 an avant d'être en retraite. Alors, je continue la lecture. La gouvernance du CHU de Montpellier, la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault collaborent avec l'ARS en toute transparence dans le cadre de l'enquête et des évaluations en cours. Ils réaffirment leur engagement à garantir éthique, qualité et sécurité dans la prise en charge des patients, comme pour la formation des professionnels et dans la déontologie des pratiques de soins et enseignement du centre antidouleur. Voilà, écoutez, c'est très bien que le CHU, l'université réagisse. Bon, après, j'ai évidemment des gros doutes sur le fait que le CHU n'était pas au courant de tout ça, alors que les vidéos sont publiques sur Internet. Une des vidéos que je montre dans l'enquête, dans laquelle on entend le docteur Abossolo tenir des propos dingues sur les vies antérieures, la relation à Dieu pour guérir, etc. Cette vidéo-là, elle date de 2021 et elle a été filmée dans les locaux du CHU. Quand Camille, qui témoigne de ma vidéo, m'avait expliqué la façon dont ce docteur lui avait fait subir une espèce de séance de chamanique, etc. Je veux dire, bon, elle l'a pas fait en vidéo parce qu'elle avait pas envie de le faire et de se ridiculiser, mais elle m'a montré, moi, après, en privé, le genre de cri que faisait le docteur dans son dos pour faire sortir le mal de son corps. C'était des cris stridents, en fait. Des cris stridents extrêmement forts qui pouvaient pas être ignorés par les collègues du CHU, quoi. Etc., etc. Et Patrick Giniès, ça fait 40 ans qu'il est là, et probablement 40 ans qu'il fait les mêmes choses et qu'il dit les mêmes choses aux patients. Quand je vois tous les témoignages que j'ai reçus après sur lui, enfin voilà,
J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que le CHU n'était au courant de rien. Mais bon, tant mieux si ça bouge ensuite, quoi. Bon, alors je vais vous lire un petit morceau d'un autre article paru dans le quotidien du médecin. Et en fait, dans cet article, Patrick Giniès a refusé encore une fois de répondre cette fois, mais il y a un de ses proches qui a répondu, donc un proche donc du docteur Patrick Giniès. Donc je vais vous lire ça. Interrogé, le docteur Patrick Giniès n'a pas répondu aux sollicitations du quotidien. Son entourage, en revanche, prend la défense d'un médecin qui, pendant 40 ans, a beaucoup apporté dans la prise en charge des douleurs chroniques. Lui qui fut président du Collège national des médecins de la douleur. Et donc là, je vais lire la citation de ce que dit ce proche du docteur. Évidemment, quand on résume une consultation d'1h30 à cette phrase, cela fait mouche. Le reportage est très bien monté à cet égard. La méthode de Patrick Giniès, c'est qu'il utilise cette histoire de vêtements avec lequel il peut faire un lien avec un trouble psychique. Donc il utilise cette histoire de vêtements ou d'histoire familiale pour entrer dans une relation particulière avec le patient, dans un rapprochement avec l'intime. Selon lui, de nombreux patients fibromyalgiques ont subi un traumatisme parfois oublié. Donc voilà ce que dit le proche du docteur Patrick Giniès. Bon, on n'a pas son nom, on sait pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est complètement contraire à ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse même. Donc là, cette personne prétend que cette technique du vêtement, du lien familial, c'est pour rentrer dans une relation particulière et intime avec le patient. Bah non, en fait, ce qu'on voit en vidéo, c'est que Patrick Giniès se trouve face à 100 personnes en même temps, 100 malades dans des cures thermales, et qu'il leur tient un discours extrêmement généraliste. Il dit même précisément je vais vous dévoiler le secret de la fibromyalgie, le secret de vos douleurs. Et voilà le secret de vos douleurs, c'est que vous avez vécu une injustice enfant, votre mère vous a pas assez aimé, vous avez eu une grand-mère pas sympa, votre mère a préféré votre sœur à vous-même. Et en fait, c'est ça le grand secret qui explique. Donc en fait, il explique ça comme une théorie générale et absolument pas comme une technique pour rentrer en lien intime avec... c'est tout l'inverse de ce qui est décrit ici, quoi. Donc voilà, ça m'a fait un peu sourire jaune. Avant de vous lire les témoignages que j'ai reçus après la sortie de ma vidéo, je voulais vous lire un dernier article de la presse, un article de France Télé, alors c'est France 3. France 3 Occitanie, qui a été repris après par d'autres France 3 régionaux. Un article qui s'appelle « Enquête, les langues se délient dans ce grand hôpital après la polémique d'une vidéo YouTube accusant 2 médecins de charlatanisme ». Donc je saute plusieurs paragraphes. Alors, paragraphe sur l'approche psychanalytique. Donc ce paragraphe commence par une citation de quelqu'un qui parle, qui répond à la journaliste. En algologie, donc l'algologie c'est la discipline médicale qui s'occupe des douleurs, de la douleur. Donc en algologie, il y a autant de pratiques que de spécialités et de personnalités, éclaire Marc Lévesque, neurochirurgien spécialiste de la douleur qui exerce à Marseille. Dans le cas du docteur Giniès, que Marc Lévesque connaît pour avoir été formé par lui, décidément, le patron de l'ordre des médecins du département a été formé par Giniès. Le neurochirurgien qui a interrogé France 3 a été formé par Patrick Giniès, décidément. Donc, dans le cas du docteur Giniès, que Marc Lévesque connaît pour avoir été formé par lui, sa pratique est imprégnée de psychanalyse, admet le neurochirurgien. Les patients ensuite adhèrent ou pas. Alors vraiment, quand j'ai lu ça, comme quoi ? J'ai pas compris. Les patients ensuite adhèrent ou pas, il n'y a pas à adhérer ou pas. Le patient n'a pas à adhérer ou pas à la pratique médicale d'un médecin en fait. C'est soit le médecin procure des soins réels avec une légitimité scientifique, soit non en fait. C'est pas une question de choix personnel du patient qui devrait adhérer à la pratique du médecin. Je comprends pas. Donc en fait, je comprends pas pour ce neurochirurgien de Marseille là, qui intervient donc dans l'article de France 3. Si le patient adhère au délire psychanalytique qui consiste à dire que si vous avez mal, très mal, monsieur, c'est parce que votre mère vous a moins aimé que votre frère. En fait, si le patient adhère à ça, il y a aucun problème. C'est la prise en charge au CHU est nickel, elle est validée quoi. Mais je comprends pas. Bon, il y a un petit paragraphe intéressant quand même. Après la parution de la vidéo, l'ordre a interrogé le docteur Giniès sur son approche thérapeutique. Il a assumé sa théorie, rapporte Philippe Catala. Il ne dément pas les faits reprochés dans la vidéo. Donc voilà, ça au moins c'est bien, c'est que Patrick Giniès est honnête là-dessus. Il ne dément pas ce que j'ai dit sur lui dans la vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une enquête sur sa tronche et qu'il a été suspendu à titre provisoire. Et alors là, un autre paragraphe que j'ai pas compris. Donc je continue la lecture.
Et c'est encore Marc Lévesque, donc le neurochirurgien qui a interrogé France 3, neurochirurgien marseillais, formé par Patrick Giniès, qui parle. Pour Marc Lévesque, les propos et pratiques des deux médecins, donc les deux médecins dont j'ai parlé dans ma vidéo, hein, donc les propos et pratiques des deux médecins sont à distinguer. Le youtubeur aurait réalisé un montage litigieux qui fait l'amalgame entre le docteur Giniès et l'autre praticien qui, lui, a vraiment des pratiques charlatanesques. Et en fait, suite à cette phrase, dans l'article original de base, il y avait écrit une phrase comme « Contacté par nos soins, le youtubeur G1000 n'a pas donné suite ». Un truc comme ça. En gros, un neurochirurgien qui dit que mon montage est litigieux, etc. Et ensuite, France 3 qui dit qu'ils m'ont contacté et que j'ai pas voulu répondre, quoi. Mais complètement lunaire, sachant que j'avais absolument pas été contacté par France 3, quoi. J'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Comment ? Qu'est-ce que vous faites, les gars ? J'ai pas compris, là. D'où tu écris ça dans un article, en fait. Quand t'écris que t'as contacté quelqu'un et qu'il n'a pas voulu répondre, qu'il n'a pas donné suite à ton... Bah, en fait, quand t'écris ça, c'est qu'au moins tu es sûr que la personne a eu ton message, tu es sûr que la personne a refusé de s'exprimer. Tu t'écris pas ça en l'air, quoi. C'est complètement fou. Sachant que moi, j'avais reçu absolument rien. Et donc, j'ai parlé à la journaliste. Et en fait, la journaliste avait essayé de m'envoyer un message privé sur Twitter, sachant que toutes mes messageries, bah, c'est la jungle, hein, je reçois trop de messages, donc c'est très difficile de suivre ce que je reçois dans les DM, dans mes DM. Et en fait, elle a un compte à 0 abonnés, 0 abonnement, je sais pas quoi. Twitter a dû considérer que c'était un compte spam, un compte de robot, je sais pas quoi. Et du coup, elle a envoyé le message, mais moi, j'ai jamais reçu ce message, quoi. Il est ni dans mes messages classiques, ni dans mes demandes de messages, en fait, sur Twitter. Donc, il n'existe pas chez moi. J'ai aucune trace de ça, quoi. Donc vraiment, j'ai trouvé ça trop bizarre d'écrire ça dans l'article. En plus, d'écrire ça juste après un paragraphe qui dit que mon montage est litigieux. Donc voilà ce que j'ai fait faire rajouter à la journaliste. Le montage fait clairement la distinction entre les deux praticiens, réagit G1000 auprès de France 3 Occitanie. De plus, Patrick Giniès était le boss du centre antidouleur et était donc responsable des pratiques d'Olivier Abossolo. J'ajoute qu'un diagnostic sur base des vêtements est également de la pure charlatanerie, complète le youtubeur enquêteur à propos du docteur Giniès. Voilà, donc je me lis moi-même, hein, c'est étrange. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment pas honnête de la part du neurochirurgien de dire que mon montage était litigieux et qui faisait l'amalgame, alors que justement, je traite d'abord de Patrick Giniès et ensuite d'Olivier Abossolo. Les deux parties sont bien distinctes. Et par contre, les pratiques que je montre de Patrick Giniès sont aussi complètement illégitimes. Faire des diagnostics sur la base de la couleur de ton écharpe ou sur la base de l'amour qu'avaient tes parents pour tes frères, c'est pas plus crédible et c'est pas plus sérieux que appeler l'âme des huiles essentielles. Hein. Bon bref, il y avait d'autres choses, mais je vais pas insister là-dessus, mais il y avait d'autres choses que je trouvais... Il y a d'autres choses que je trouvais un peu bizarres dans le ton de l'article. Et en tout cas, on apprend une information intéressante à la fin de l'article. 4 patients ont interpellé l'ordre des médecins de l'Hérault depuis l'apparition de la vidéo. Il semblerait qu'à posteriori, les langues se délient, commente Philippe Catala. Voilà, et donc moi je vais vous lire des petits bouts de témoignages que j'ai reçus, j'en ai reçu plein depuis, et donc des témoignages qui concernent Patrick Giniès. Hein. Patrick Giniès, donc, l'ancien chef du centre antidouleur. Et donc voilà ce qu'une personne m'écrit. Bonjour, je te contacte car j'ai été aussi victime de Patrick Giniès. Sa première question, avant même un bonjour, ouvrez les guillemets, êtes-vous homosexuel ? Puis il a renouvelé sa demande à mon auxiliaire de vie et nous a demandé si on couchait ensemble. Suite à ça, il me demande si j'ai un frère. Je dis oui. Mon frère étant malade, je me dis que c'est peut-être lié à cette question. Il m'explique que mes parents préfèrent mon frère et que c'est pour ça que j'ai mal. Donc voilà, pour les pratiques du docteur Giniès, encore une fois, qui ne sont pas du tout charlatanesques, à distinguer des pratiques d'Olivier Abossolo. Là, on est vraiment dans des pratiques qui sont validées par tous les protocoles les plus rigoureux. Allez, autre morceau de témoignage. Comme j'ai résisté à chacun de ses propos, il gesticulait pendant la consultation. À un moment, il s'est tourné vers les stagiaires pour leur dire « Elle m'énerve ». Il fallait que j'accepte que j'avais été abandonné pendant mon enfance. Il fallait que j'accepte que mon problème soit lié à l'ordre de naissance dans ma fratrie. Voilà, toujours la même science. Allez, une autre personne qui me dit « J'ai vu le docteur Giniès 2 fois en un peu plus d'1 an.
Premier rendez-vous, il rentre et sans me laisser parler me dit que si j'ai mal, c'est parce que mon père m'a abandonné et qu'il était maltraitant. En 2020, j'ai revu le docteur Gignès. Il est rentré comme la dernière fois dans la pièce en me racontant ma vie, sauf que cette fois-ci, il n'avait pas révisé sa copie. Il me dit que si j'ai mal, c'est parce que ma mère m'a abandonné et que j'ai été élevé par ma grand-mère. Je tombe des nues. Je lui dis que c'est faux. En effet, j'ai été élevé par ma mère exclusivement. Ma grand-mère était présente, mais ce n'est pas elle qui m'a élevé. Il s'agace, me dit que je suis dans le déni. Voilà. Encore un autre témoignage d'une autre personne. J'y ai été suivi, donc au centre antidouleur de Montpellier. Enfin, une seule fois, car le déroulement a été un gros red flag. Je suis TSA et fibromyalgique et on m'a tenu des propos totalement déconnectés. Ce jour-là, j'ai failli arriver en retard et je portais une chemise rayée noire et blanche. Je précise que je travaille dans le domaine de la santé mentale. On m'a affirmé que je n'étais pas autiste, en interprétant ma chemise comme le signe que je m'enfermais dans ma propre prison. À cause des rayures noires et blanches, sur la chemise. Je ne sais pas si vous suivez la science. On m'a également fait des commentaires sur ma mère et ma grand-mère et trauma transgénérationnel. Bref, il y aurait beaucoup à dire. J'ai très très hâte d'avoir le résultat de l'enquête de l'ordre des médecins. Allez, un dernier témoignage. Témoignage cette fois d'une personne qui a assisté à une de ces conférences qu'il donne dans les cures thermales. Vous savez, j'ai montré quelques extraits. Bon bah, il y a une personne qui a assisté à une de ces conférences. Et donc voilà ce qu'elle m'écrit. Survivante de violences conjugales, j'ai bénéficié d'une cure thermale à Lamalou en février 2025 pour des douleurs chroniques en lien avec un PTSD sévère. Ce type, donc Patrick Gignès, s'amuse et en jouit de façon très visible. Il jubile, il rougit, s'agite et rit. Et donc, il s'amuse à pointer du doigt un patient, une patiente et à faire des suppositions éclatées au sol sur son passé, genre « Vos parents préféraient votre frère, vous avez vécu ceci ou cela ». Vos vêtements sont violets, ça veut dire ça et ça. En bref, de la prestidigitation de mentalistes bas de gamme, mais sous un versant ultra intrusif, où il cuisine en direct devant tout le monde une personne fragile en la questionnant sur son passé traumatique, et où il balance des suppositions ultra violentes en public. Ce qui corrobore encore une fois de plus, ce que je montre dans ma vidéo, vu qu'une de ces conférences a été filmée, une de ces conférences plus anciennes. Mais voilà, cette personne a vécu une conférence en 2025. Et il fait toujours la même chose. Alors, bon, j'arrête avec les témoignages, je vais vous raconter un peu autre chose. Le hasard du calendrier a fait que peu de temps après la sortie de mon enquête, je crois que c'était à peu près 15 jours après, il y avait le grand congrès en France, le grand congrès de la douleur, le SFETD 2025, qui est en gros le congrès des sociétés savantes, des spécialistes des questions des douleurs chroniques et des douleurs en général. Et donc, il y a un médecin qui connaît ma chaîne et qui avait vu la vidéo, qui était à ce congrès de la douleur et qui m'a dit un peu ce qui s'y est dit sur cette affaire. Donc voilà ce qu'il me dit, ce jeune médecin. Il m'écrit « Patrick Gignès était bien présent au congrès. Le type n'a pas l'air de prendre conscience de ses conneries. Selon le chef de mon centre antidouleur, ils sont bien au courant depuis longtemps qu'il a ce genre de pratique. Ça n'a l'air de choquer personne plus que ça. Il ne parle que de l'autre médecin. » Donc l'autre médecin, c'est Olivier Bossolo, le dingo avec ses huiles essentielles dématérialisées, là. Il ne parle que de l'autre médecin et déculpabilise presque Gignès. Et donc là, il me met en citation ce qu'ils disent, en gros, les médecins à ce congrès de la douleur. C'est triste de voir sa carrière finir ainsi. Pas un mot sur le reste et seulement l'inquiétude du regard des patients sur la médecine de la douleur de manière générale. Je ne sais pas trop quoi penser, à part que, comme toujours, les pères ont l'air de se couver. Les pères PAIRS. Les pères ont l'air de se couver. Voilà pour ce petit témoignage d'un jeune médecin qui a assisté à ce congrès. Pas très rassurant. Voilà, pas très rassurant. Donc voilà, concernant cette enquête et les suites à cette enquête, bon voilà, même s'il y a des petites inquiétudes par-ci par-là, des petits signes pas forcément très positifs, mine de rien, je suis quand même super content qu'il y ait eu des réactions de l'ordre des médecins, du CHU, de l'université, qu'il y a des choses qui bougent. Franchement, moi, quand je fais une vidéo, je m'attends absolument à rien. Je fais la vidéo pour diffuser l'information parce que je suis au courant, que je fais une enquête sur un sujet qui me paraît intéressant, utile, etc. Mais vraiment, je le fais pas en me disant que ça va faire bouger les choses.
Donc, parce que j'en sais rien, j'ai absolument pas de prise sur ce qui se passe ensuite. Donc je suis quand même évidemment super content. Après évidemment, il faudra voir ce qui se passe très concrètement. Donc voilà, encore une fois, hein, ce médecin Patrick Giniès, il est à la retraite dans 1 an, donc je sais pas s'il se passera grand chose. Et l'autre médecin, il est parti en Suisse, il s'investit dans des choses maintenant dans le domaine du privé, dans des formations bullshit. Donc voilà, mais voilà, il va falloir voir ce que les enquêtes donnent. Donc, mais en tout cas, il se passe des choses, donc c'est quand même intéressant. Et encore une fois, moi, mon but, c'est pas que les gens n'aillent plus se soigner dans les centres antidouleurs ou n'aillent plus au centre antidouleur de Montpellier. Au contraire, et c'est pour ça que je trouve ça dramatique si, au final, les gens du milieu essayent de se couvrir entre eux, ne prennent pas au sérieux les alertes qui sont faites sur Patrick Giniès, etc. Je trouve ça dramatique. Au contraire, il devrait y avoir une surcommunication de ce milieu médical autour de ce sujet pour montrer qu'ils prennent ça au sérieux et pour redonner confiance. Dans ces structures. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui font extrêmement bien leur travail dans ces structures. Et ce serait dramatique que la conclusion de tout ça, ce soit n'allez plus vous soigner, quoi. Ou n'allez plus essayer de prendre en charge votre douleur chronique. Non. Et donc voilà, il faudrait vraiment que ces structures-là surcommuniquent là-dessus pour montrer qu'elles prennent au sérieux tout ça et que les choses changent, ont déjà changé, vont changer, etc., quoi. Bon voilà, je vais arrêter sur ce sujet-là. Alors, juste 2-3 petits trucs sur une ancienne vidéo, la vidéo sur l'Institut Brighter Minds. Si vous vous rappelez, donc une vidéo qui parlait d'une arnaque indienne qui consistait à vendre des formations aux parents pour que leurs enfants apprennent à reconnaître des couleurs sans l'usage des yeux, avec les yeux bandés, pour pouvoir lire les yeux bandés, donc pour pouvoir développer tout un tas de capacités comme ça extraordinaires, hein, juste des capacités surnaturelles, quoi. Donc quelques petits trucs par rapport à ça, parce que je crois que je vous avais pas trop tenu au courant par rapport aux suites de la vidéo, où il n'y a pas eu grand chose, hein. Donc par rapport à ça, j'avais reçu un petit témoignage d'une personne qui avait fait cette formation en tant qu'enfant. Enfin, en tant qu'adolescent, je crois. Et il y a quand même très peu de gens qui ont fait cette formation en France, hein. Donc c'était intéressant, donc je vais vous lire ce petit témoignage. Donc voilà ce que m'écrit cette personne. Salut G1000 g, juste un petit message pour te dire à quel point ça m'a fait plaisir de voir que tu as parlé de Brighter Minds dans ta dernière vidéo. J'ai longtemps hésité à t'écrire à ce sujet, mais en te voyant aborder le thème, je me suis senti un peu moins seul. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi aussi participé à Brighter Minds. Comme tu peux t'en douter, ça n'a servi à rien, si ce n'est à me faire prendre conscience petit à petit que le fait que mes parents croient à des choses ésotériques ne voulait pas dire que je devais y croire moi aussi. Un des aspects qui m'a le plus marqué, c'est cette manière qu'ils avaient de s'approprier nos réussites du quotidien. Tout devenait, selon eux, le fruit de Brighter Minds, comme si nos efforts personnels n'avaient aucun poids. Voilà un petit témoignage d'une personne qui a réalisé la formation enfant. Témoignage très court mais très mature et très intelligent, je trouve. J'ai reçu aussi d'autres petites infos internes concernant l'Institut Brighter Minds et ce qui se disait un petit peu. Bon, déjà, je sais qu'il y avait des parents qui voulaient porter plainte, parce qu'on voit leurs enfants floutés dans ma vidéo, alors qu'on voit les enfants pas floutés dans les vidéos de Brighter Minds, donc j'ai pas compris, mais apparemment il y avait des parents qui se renseignaient auprès de leurs avocats pour savoir s'ils pouvaient porter plainte contre moi. Mais ce qui est plus rigolo, entre guillemets, c'est que il y a des gens, apparemment, de l'univers Brighter Minds, qui ont demandé à la présidente de Brighter Minds France, hein, que je montre dans ma vidéo, qui dit que tout ça est scientifique, validé scientifiquement, etc., par des études et tout. Il y a des gens quand même qui lui ont demandé si elle allait quand même faire des études un peu plus poussées, des études en double aveugle en France sur ses capacités extraordinaires, hein, qu'auraient les enfants à pouvoir reconnaître les couleurs sans utiliser leurs yeux, tout simplement. Et en fait, apparemment, elle aurait dit qu'elle allait le faire. Elle allait faire donc des tests devant huissier. Voilà, devant un huissier. Voilà, donc c'est marrant parce que c'est une personne qui parle beaucoup de science, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, mais vraiment elle parle, elle met ça en avant, le fait que tout ça est scientifique, validé par des études et tout. Et donc voilà la vision de la science de la présidente de cet institut de formation en France, hein. C'est que elle va faire des tests devant un huissier. Voilà, on se croirait, je sais pas, à Miss France ou sur TF1 dans une émission à la con. Voilà, c'est ça son protocole scientifique, c'est d'appeler un huissier qui soit là physiquement pour faire ses tests.
Voilà, sacré protocole. Ça m'a fait sourire, donc je devais de vous le partager. Allez, dernier sujet, j'ai beaucoup hésité à vous en parler parce que je peux pas tout dire, je peux pas tout raconter. Mais en fait, il faut vraiment que je peux pas trop me retenir. Au bout d'un moment, je veux vraiment que je vous en parle. C'est Atoll. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous allez rien comprendre. La vidéo qui concerne Atoll et les lunettes Lexilens, il y a quand même des petites choses à dire de plus. En fait, ça fait un petit moment que je sais que la DGCCRF a vu ma vidéo, que la DGCCRF a trouvé la vidéo intéressante, qu'ils ont même contacté l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour leur parler de ça, pour leur montrer la vidéo, que la DGCCRF et l'ANSES ont vu qu'il y avait un très gros problème sur ces lunettes Lexilens, que peut-être qu'ils n'auraient même pas le droit d'être appelés à un dispositif médical, que peut-être il y aurait des grosses sanctions, des grosses choses à dire sur ces lunettes. Donc je sais qu'en fait, tout ça a été enclenché depuis des mois et des mois, qu'en théorie, ils sont en plein contrôle de la DGCCRF, enfin par les agents de terrain. Les agents de terrain qui font les contrôles, c'est plus la DGCCRF, c'est la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Et en fait, il se passe plus grand chose depuis. Il se passe plus grand chose. Et de ce que j'ai compris quand même, c'est que c'est pas aussi simple que ça que de montrer que cette entreprise a des prétentions médicales, des prétentions d'efficacité. Elle vend un produit, elle commercialise un produit. Et en fait, elle est hors la loi. Elle a aucune efficacité démontrée. C'est du bullshit, c'est de la publicité mensongère. Tout ça est hors la loi, hors du cadre réglementaire. Et en fait, et donc du coup, on va sanctionner. Et en fait, c'est apparemment beaucoup plus compliqué que ça, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que après concrètement, il y a des emplois en jeu, et donc du coup le préfet a son mot à dire. Est-ce que le préfet est d'accord pour sanctionner une entreprise qui vend un produit qui n'a aucune efficacité? On pourrait appeler ça une escroquerie. Moi j'appellerais pas ça une escroquerie, absolument pas, mais on pourrait le faire. Enfin, des gens mal intentionnés pourraient le faire. Parce qu'il y a des choses à dire qui vont pas. Hein. En fait, peu importe, il y a quand même des emplois en jeu. Et donc, est-ce que vraiment, on va vraiment faire appliquer la loi? C'est déprimant. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment déprimant. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la DGCCRF, à l'ANSES, etc., des gens qui sont motivés en fait pour faire appliquer la loi, pour protéger le consommateur. C'est ça le but. Hein. Donc il y a des gens qui sont motivés, il y a des compétences, des gens extrêmement compétents, extrêmement motivés et tout. Mais franchement, en tant que structure, la DGCCRF, la DDPP, je trouve ça relativement inefficace. Si à la fin il y a des enjeux politiques qui viennent squeezer tout ça, c'est quoi l'efficacité en fait de la structure? Voilà, donc je devrais pas trop vous en parler en théorie parce que c'est pas des informations qui sont publiques, mais en fait ça me déprime tellement, ça me saoule tellement que je vous en parle. Voilà, que j'en parle vite fait publiquement. Alors Atoll sur son site a commencé un peu à changer un petit peu à la marge ses arguments de vente, hein. Mais il se passe rien, hein. C'est toujours marqué que c'est un dispositif médical, c'est toujours marqué que ça rend la lecture 2 à 3 fois plus rapide, etc. Il se passe rien, quoi. Donc je sais pas, peut-être que la loi n'est à appliquer que sur certaines personnes, certaines entreprises plus petites, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut en déduire, mais c'est assez déprimant et assez décourageant. Voilà, après si les lois sont faites juste pour jouer, hein, on peut dire qu'on fait des lois mais c'est pour jouer, c'est pour rigoler, il faut le dire, comme ça après on sait qu'il faut pas prendre les lois au sérieux, que c'est pour jouer, c'est pour rigoler, c'est pour blaguer. Et puis voilà quoi. Bon, d'ailleurs c'est pareil, hein, l'ARPP, je sais pas à quoi ça sert, hein, c'est comme d'habitude, hein, l'ARPP ne sert strictement à rien sur ces sujets-là comme sur les autres. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, on se retrouve avec des plaintes, hein, comme pour la Zéro Stop, hein, la plainte que je suis en train de gérer. On essaye, moi mais les autres, hein, je suis pas le seul, hein, d'informer les consommateurs sur certains sujets, notamment sur des sujets en lien avec des escroqueries, de la charlatanerie, de l'exercice illégal de la médecine. Parce que les lois ne sont pas appliquées, les structures qui devraient faire leur travail ne font pas leur travail, et on se retrouve ensuite, nous, avec des procès et donc des frais de justice à payer, et du temps à perdre et de l'énergie à perdre, alors que le travail aurait dû être fait quand même en amont par des structures officielles, quoi. Même si je sais que c'est pas simple et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais quand même, quoi, au bout d'un moment...
Je sais pas quoi. C'est évident qu'on ne peut pas du jour au lendemain sanctionner les gens qui font leurs petites escroqueries sur internet avec 3 clients qui recrutent en messagerie privée sur WhatsApp et des trucs qui sont connus par personne. Bah, c'est évident qu'on ne peut pas contrôler comme ça toutes les arnaques, etc. Mais des très grosses entreprises comme Lazerostop, comme Atoll, comme plein d'autres qui font de la publicité massive sur les grands médias à heure de grande écoute pour des produits qui sont des faux produits qui ne fonctionnent pas avec des prétentions dingues, qui ne sont jamais prouvées scientifiquement, qui violent toutes les lois. Putain, si ça, y a rien qui se passe. Autant supprimer les structures qui sont censées contrôler tout ça, quoi. Je sais pas, hein. Enfin bref, voilà, je suis un peu saoulé, donc peut-être que je vais un petit peu trop loin dans mes propos, que je suis un peu trop foufou, mais c'est vraiment un peu décourageant de voir comment ça se passe, tout ça, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour finir, avec ces histoires de lunettes contre la dyslexie d'Atoll, là, les lunettes Lexilens, ils ont sorti un article cet été, tout content pour parler de leur nouvelle étude. Donc c'est absolument pas une étude publiée dans une revue scientifique, hein. Et je crois que c'est le truc que j'avais vu passer avec un protocole extrêmement rigoureux, où Atoll essayait de recruter sur les réseaux sociaux des enfants, des parents qui ont des enfants dyslexiques, en mettant nous cherchons des enfants dyslexiques pour participer à une étude sur nos lunettes Lexilens. Et si l'enfant est convaincu que les lunettes marchent, on vous offre le dispositif, donc les lunettes, qui ont une valeur de 400 €. Voilà, c'est vraiment ce protocole extrêmement rigoureux où il est clairement dit, si vous trouvez que ça marche, eh ben on vous donne 400 €, les gars, on vous offre un truc qui vaut 400 €. Vraiment, c'est un protocole très rigoureux. Mais bref. Et donc du coup, ils ont sorti un article paru dans acuité.fr, un média professionnel des spécialistes de la vue. Et donc ils ont publié une interview du boss de Atoll, Eric Pla, qui se félicite de cette étude. Et en fait, voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc c'est une étude qui a été menée auprès d'un panel de 35 enfants dyslexiques sur une période de 1 mois. Donc je lis l'article. Les résultats montrent un gain significatif de plus 7% en vitesse de lecture sur les premières lignes de texte après une utilisation d'1 mois. Et en fait, tout le reste de l'article, Eric Pla dit à quel point c'est formidable, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuve scientifique que leur lunette marche, alors qu'elle est commercialisée. Alors que voilà, ce qui est illégal, encore une fois. Mais bon, apparemment, ça pose aucun problème. Mais donc, c'est rigolo. Il dit à quel point c'est formidable, que c'est vraiment un début de preuve scientifique et tout. Putain, les prétentions des lunettes, c'est une lecture 2 à 3 fois plus rapide. D'accord ? Donc, une augmentation de la vitesse de lecture de 100 à 200%. Et, précision importante, effet instantané, c'est écrit partout sur leur site. L'effet de ces lunettes anti-dyslexie est instantané. C'est vraiment, tu mets les lunettes, vitesse de lecture de 2 à 3 fois plus rapide. Instantané. Les mecs ont mesuré une augmentation de 7% sur les premières lignes de texte. Donc j'imagine, ça veut dire quoi ? Peut-être que sur le texte complet, il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de lecture, s'il précise ça. Franchement, s'il précise ça, c'est peut-être que la vitesse de lecture n'a pas changé sur le texte complet. Mais vas-y, on va dire que c'est pas ça. Donc, augmentation de 7%, pas 100, pas 200%, 7% de vitesse de lecture sur les premières lignes du texte après une utilisation d'1 mois. Spoiler. Gros spoiler pour Atoll. Les enfants qui vont à l'école en France apprennent à lire. Donc en fait, ils ont probablement mesuré les progrès en lecture que font tous les enfants, dyslexiques ou pas, grâce à l'école. C'est extraordinaire, putain. Je comprends même pas comment est-ce qu'ils peuvent communiquer sur ça, quoi. Je sais pas, moi, je l'enfouirais, cette étude, si j'étais le patron d'Atoll, je la cacherais. Mais le but d'une étude, c'est d'isoler les facteurs. Là, leur prétention, c'est que leur lunette a un effet instantané. Quel est l'intérêt de mesurer une vitesse de lecture au bout d'1 mois, alors que les enfants vont à l'école ? C'est évident que là, en fait, tu n'as pas isolé le facteur progression de la vitesse de lecture grâce à l'école. C'est évident, quoi. Et en plus, quel est l'intérêt, étant donné que tu prétends que tes lunettes, elles agissent instantanément. C'est écrit partout sur leur site, quoi. Incroyable de parler de ça publiquement en se vantant du truc, quoi. Vraiment, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop chiant à écouter, hein. Cette vidéo est complètement improvisée, j'ai mal à la gorge, je bégaye, donc voilà, j'espère que c'était pas trop chiant
à écouter et que c'était un peu intéressant. Donc du coup, ma prochaine vidéo qui est une grosse enquête, encore une très grosse enquête, hallucinante, mais vraiment hallucinante. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Putain, les titres de tes vidéos, on dirait un titre de What the Cut ». L'ancienne émission de Antoine Daniel. Alors là, vraiment, avec la prochaine enquête, je pourrais faire un titre What the Cut XXL, quoi. Vraiment, je vais pas vous spoiler le truc, ça sortira du coup en janvier. Il y a encore énormément de travail à faire, mais c'est vraiment une vidéo, encore une fois, importante, je pense, comme la précédente sur le centre antidouleur. Encore une fois, une vidéo importante. Voilà, je pense que vous allez rire, mais pas que. Vous allez pas que rire. Et ça sortira donc en janvier. Donc en attendant, je vous souhaite des très bonnes fêtes. Très bonnes fêtes à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre un petit abonnement à la revue Science et Pseudosciences, revue passionnante. Je vous souhaite des très belles fêtes à toutes et à tous, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. Et on se revoit en 2026. Allez, bisous.